Eh bien, merci à vous deux. Donc, Richard Morel, responsable pour le Digital Learning, Campus e-learning du groupe Promotrans. Vous allez nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et Enya Gaberbea, chef de projet Digital Learning, chef de produit classe virtuelle pour Classilio. Alors, vous allez nous parler, parce que quand même, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'engagement, notamment des apprenants. On a parlé de responsabilité. Tout le monde a une responsabilité dans le e-learning, et ça va être des entreprises et des apprenants. Vous allez nous parler aussi des formateurs, c'est ça? C'est ça, exactement. Je vous laisse nous raconter. Merci beaucoup. Super. Bonjour à tous. Comme l'a très gentiment présenté François, pendant ces 30 minutes, on m'entend bien? Ouais, super. Pendant ces 30 minutes, l'idée, c'est vraiment de se centrer sur le retour d'expérience de Richard, du groupe Promotrans, de manière le plus concrète possible, et qui nous dise en quoi la classe virtuelle a été un atout pour le groupe, quels ont été les défis qu'il a pu rencontrer et potentiellement certains points de vigilance à avoir. Nous souhaitons que cet atelier soit un partage, donc on va faire au mieux pour avoir un temps de questions-réponses à la fin. C'est vraiment notre objectif. Rapidement, Richard, donc, responsable du pôle Digital Learning, de la direction pédagogique du groupe Promotrans, et moi-même, Enya, chef de projet Digital Learning au sein de Classilio, où j'accompagne différentes organisations, telles que le groupe Promotrans, dans la mise en place de leur outil de classe virtuelle et également plateforme e-learning LMS. Classilio, petit tour d'horizon, c'est une société, une entreprise française dont les solutions sont hébergées et sécurisées en France. On existe dans le domaine de la classe virtuelle et le blended learning en général depuis maintenant 14 ans. Et les solutions maintenant ont été créées par des spécialistes, des pédagogues. Et notre objectif, c'est de proposer des outils pédagogiques complets, intuitifs et simples d'utilisation. Là, c'est moi qui le dis. Je vais laisser Richard, pour le coup, utilisateur, confirmer, j'espère, ou infirmer mes dires. Sans compter bien évidemment l'importance pour nous d'accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de toutes les modalités de la classe virtuelle, parce que souvent on a l'impression que c'est simplement de la visio, mais non, ça va bien plus loin. Un outil de classe virtuelle est plus qu'un simple outil de visio. Pour introduire cette conférence, comme vous avez certainement pu vous en apercevoir dans le cadre de vos missions en tant que professionnel de la formation ces dernières années, la classe virtuelle ainsi que le blended learning sont des modalités de formation privilégiées. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu, l'ISTF a sorti là récemment ses derniers chiffres clés. Et on voit bien que la tendance semble se confirmer pour cette année encore. On projette à nouveau une baisse du présentiel au profit du distanciel et du blended learning. La priorité maintenant des professionnels de la formation, il y a 3 informations à retenir: se professionnaliser, avoir des ressources digitales plus qualifiées pour la classe virtuelle et l'e-learning, du tutorat bien plus présent dans les formations multimodales et également une classe virtuelle plus dynamique, bien animée. Donc le trio gagnant du digital learning ces prochaines années, un accompagnement humain, des ressources plus qualifiées, ressources digitales, bien sûr, et une classe virtuelle bien animée. Le retour d'expérience, il est clair. Au début, c'est vrai que il y a 2-3 ans, on s'est adapté. On l'a tous vécu, la vague de digitalisation, on va dire. On était obligés, les formateurs se sont sentis obligés de se lancer dans la classe virtuelle. Aujourd'hui, maintenant, il est temps de se former, se professionnaliser et surtout professionnaliser ses formateurs. Il faut arrêter le tout PowerPoint en classe virtuelle ou le 100% descendant. Les apprenants, maintenant, eux-mêmes, ils veulent de l'interactif et les formateurs, ils doivent donc concentrer leur force sur la scénarisation, leur déroulé pédagogique et toutes les activités collaboratives et interactives que propose
des outils, de réels outils de classe virtuelle. Le but, c'est de leur mettre à disposition toutes les modalités pour qu'ils animent au mieux leur formation en classe virtuelle. C'est donc pour toutes ces raisons qu'on a décidé d'animer cette conférence avec Richard. Pour justement, dans le groupe Promotrans, ils ont décidé de centrer leurs efforts sur le formateur et également l'apprenant, bien sûr. Je vais donc laisser la parole à Richard. Merci Enya. Et alors Richard Morel, bonjour à toutes et tous. Donc en charge de l'hybridation de notre offre de formation et surtout de l'accompagnement de nos formateurs et surtout de nos équipes pédagogiques au sein de nos centres de formation à l'utilisation des outils et des plateformes numériques. Ce retour d'expérience, on a décidé de le découper vraiment en deux parties. D'abord, un focus sur nos formateurs, comment on a réussi à faciliter le travail de nos formateurs en utilisant la solution Classilio, et aussi comment on essaye en tout cas d'engager et de responsabiliser nos apprenants tout au long d'une session de classe virtuelle. On terminera du coup ce retour d'expérience par une conclusion et aussi une ouverture à un second constat qu'on pourrait avoir sur 2023. D'abord, notre premier constat, donc je pense comme beaucoup de personnes, à l'issue du confinement, on a pu constater que nos formateurs utilisaient un grand nombre d'outils, que ce soit des outils de visio, des outils de classe virtuelle, mais aussi des outils pour réaliser des activités pédagogiques comme des quiz, des tableaux blancs, etc. Et qu'au final, ils pouvaient être perdus lors de la session de classe virtuelle et ne plus s'y retrouver dans les différents liens, dans les différents documents à partager, et même perdre au final nos apprenants, car le lundi ils utilisaient un outil, le mardi un autre, le mercredi un autre, ainsi de suite. Donc ce qu'on a souhaité, c'était vraiment de mettre à disposition un environnement de travail unique à nos formateurs, mais aussi à nos apprenants. Pourquoi à nos formateurs ? Eh bien, pour qu'ils puissent retrouver au final toutes ces ressources au même endroit, dans le même espace, comme là on peut voir ici, il va retrouver les fonctionnalités de partage d'écran, les fonctionnalités de tableau blanc, etc. On peut avoir même ces ressources, ces supports de formation qui sont intégrés dans l'outil et du coup plus besoin de faire un partage d'écran et d'aller chercher à la dernière minute son PowerPoint et donc perdre voire 5-10 minutes d'efficacité au niveau de la formation. Ici, en mettant un environnement unique vraiment de travail, on s'est rendu compte que ça permettait aux formateurs de diversifier leurs activités pédagogiques en faisant appel en effet au tableau blanc pour animer une session d'intelligence collective par exemple, et aussi en faisant appel à différentes fonctionnalités comme les questionnaires qui sont directement intégrés, et Enya reviendra dessus un peu plus tard. D'ailleurs, pour la petite histoire, Promotrans a fait un benchmark, a fait une étude durant 1 an avec 2 outils différents, un outil de visio et un outil de classe virtuelle. En l'occurrence, Classilio, l'outil de classe virtuelle de Classilio. Et à la fin de cette année, ils ont décidé de choisir l'outil de visio. Donc l'autre outil, ils nous ont quittés entre guillemets pour des raisons techniques et ils sont revenus pour des raisons pédagogiques. Donc très rassurant pour nous. On a été déçus sur 1 mois, mais finalement, on s'est vraiment rendu compte que, ils se sont rendus compte, les formateurs eux-mêmes, qu'un outil de visio n'était pas un simple outil de classe virtuelle. C'est exactement ça. Au final, on s'est rendu compte que le choix de l'outil de visio, on refaisait le même constat qu'à la fin du confinement. Ils reprenaient leurs habitudes et du coup, ils resélectionnaient d'autres outils que nous, on ne préconisait pas au niveau du groupe Promotrans. Donc, d'un point de vue pédagogique, on était complètement perdus. Donc c'est pour ça qu'on est revenu du côté de Classilio pour retrouver en effet tous ces éléments et faciliter à la fois le travail de nos formateurs et de nos apprenants. Et donc avoir recours à l'outil de Classilio, ça nous permet aussi d'optimiser le temps de préparation de nos formateurs et qu'il n'y ait pas une préparation en one-shot le jour J et que le fichier ne soit pas ouvert ou ne soit pas présent. Non, là au moins, tout est préparé la veille, même l'avant-veille, et ça permet au final de gagner du temps et pourquoi pas de partager les ressources avec d'autres collaborateurs. Effectivement, l'idée vraiment avec l'outil VIA et ce qu'il faut que vous recherchiez dans tout outil de classe virtuelle, c'est le fait de pouvoir anticiper et préparer ces classes. Vous allez pouvoir avoir votre bibliothèque de ressources. Ici,
On voit, elle est classée des dossiers, des sous-dossiers, etc. Et le gros avantage, c'est que cette bibliothèque de ressources qui vous est propre, personnelle, vous pouvez également la partager, comme on peut le voir ici, avec d'autres formateurs, d'autres personnes de l'équipe pédagogique. Et vous allez donc pouvoir, on le dit, les apprenants doivent collaborer, les formateurs aussi ils doivent collaborer. Et comme ça, ils peuvent optimiser leur temps de préparation, que ce soit pour des ressources, mais aussi des sondages, des questionnaires formatifs, qu'on verra. Et en effet, optimiser le temps, c'est optimiser le temps de préparation, mais c'est aussi optimiser le temps de formation et le temps de feedback formatif. On peut constater aussi, par exemple en présentiel, le formateur qui transmet les copies à ses apprenants et ensuite qui ramasse pour corriger, analyser et après faire un retour aux apprenants. Là, dans l'outil Classilio, le formateur peut lancer directement son exercice, son quiz par exemple, voir les résultats en live de ses apprenants et donc ajuster son feedback juste après et même réagir aussi sur les résultats, le taux d'échec ou le taux de réussite, faire rebondir les autres apprenants, enfin l'ensemble des apprenants sur les résultats qui sont apportés et au moins le feedback, il est en direct, il est instantané. Exactement, et je me permets de rebondir sur ces modalités pédagogiques qui nous semblent très importantes. Le questionnaire sommatif et également questionnaire formatif et les sondages. On est ici, je fais le point là-dessus parce que vraiment c'est une des grandes forces de Classilio. Nous avons réussi à développer des questionnaires et sondages très puissants que vous pouvez utiliser directement en live dans la classe virtuelle. Le questionnaire, on l'a vu précédemment, c'est noté. L'apprenant, il va répondre à des questions QCU, QCM, vrai-faux, questions à développement. Et à la fin, il va avoir une note. Il va savoir où il a réussi, où il n'a pas réussi. Et il peut avoir bien évidemment des feedbacks. Et l'idée, c'est vraiment qu'il sache qu'il est réussi ou non. Et vous, après, en tant que formateur professionnel de la formation, vous récupérez toutes ces données. Hop, pardon. Le questionnaire formatif. Questionnaire formatif, ici, pareil, il y a des bonnes et mauvaises réponses. Par contre, il n'y a pas de notes. Et c'est très important, ici, l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité à l'apprenant de faire des erreurs, se tromper, chercher la réponse, trouver la bonne réponse. Et le défi du formateur ici, c'est de réellement jouer avec les feedbacks, les rétroactions de niveau 1 au niveau de la question, ici, et les rétroactions feedback de niveau 2 par réponse. Donc, je fais vraiment le point là-dessus parce que souvent, c'est le type d'outil des questionnaires formatifs qu'on retrouve pas toujours, si ce n'est très peu, dans les outils de classe virtuelle, alors que c'est un outil pédagogique très puissant. Parfois, on va faire de la présentation, on va expliquer quelque chose pendant 5, 10 minutes, 20 minutes. Je vous encourage à ajouter des tout petits questionnaires, des petites questions, toutes les 20-30 minutes, une ou deux questions, parce que l'apprenant, même si c'est des réponses logiques qu'il vient de voir, le fait de chercher la réponse, de cliquer, de soumettre la réponse, pour lui, ça y est, hop, l'information, elle est ancrée dans sa mémoire. Alors que ça peut paraître très simple, mais le fait d'écouter, on le sait, hein, le taux d'apprentissage en écoute, le pourcentage, si je ne me trompe pas, ces dernières années, on était à 30% de rétention de l'information. Pour vous, c'est très rapide. Et en plus d'ancrer les savoirs importants, vous pouvez aussi anticiper ce qui va venir dans la formation. Et si pendant quelques minutes, le participant a été un peu passif durant sa formation, là, vous allez le réactiver. Il va revenir dans la formation et ces petits moments d'attention passive se transforment en quelque chose de très actif pour lui. Et enfin, le sondage, vous le connaissez, tout le monde connaît un sondage, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On récolte des informations, on demande un avis. On peut, donc là, on est en live. Hein, dès que vous le lancez, on est vraiment sur quelque chose de très puissant, très sympa, autant pour le formateur que l'apprenant pour y répondre. On peut lancer un sondage au milieu d'une formation pour jauger le niveau et ce dont ont envie les apprenants, pour orienter ensuite sa formation. On peut lancer un sondage à la fin pour simplement évaluer sa formation ou demander un feedback, un avis personnel
sur la thématique évoquée durant la session, ou lancer un même sondage au début et à la fin de la formation pour évaluer le taux d'apprentissage de vos apprenants au cours de celle-ci. On voit, c'est des outils très puissants et je vous conseille vraiment de vous en servir dans toutes vos classes virtuelles, de jongler entre tous ces outils, questionnaires formatifs et sondages. Merci Enya, et en effet c'était très important pour nous d'avoir ce type d'activité pour pouvoir en effet engager encore plus nos apprenants tout au long d'une journée par exemple de classe virtuelle. On sait que normalement une classe virtuelle, bon, on passe 1 heure, 2 heures, mais là chez Promotrans on fait vraiment des journées entières en classe virtuelle, même voire 3 jours de suite en classe virtuelle, donc on avait vraiment besoin d'engager nos apprenants et de faire appel du coup à certaines fonctionnalités pour réactiver cet engagement et qui restent actifs et acteurs vraiment de leur apprentissage. C'est pourquoi, quand on est à distance, on privilégie ce qu'on appelle la pédagogie active et la pédagogie par projet. Je vais prendre l'exemple de notre titre niveau 7, où nos apprenants sont à 50% en présentiel sur leur campus et à 50% à distance. Sur le présentiel, on va plutôt faire appel à la théorie que sur la partie distancielle, on va plus faire appel à des mises en situation, à la mise en pratique, pour que nos apprenants, au final, restent encore une fois actifs, acteurs de l'apprentissage et de cette journée, et qu'ils puissent aussi travailler en équipe avec d'autres camarades, d'autres pairs répartis dans toute la France, au final, et se créer un réseau de pairs. Et ça peut passer aussi par les États, si tu veux dire un mot dessus. Je t'en prie, c'est surtout durant la classe, au début de la classe, en tant que formateur, il faut prendre 1 minute, 2 minutes pour expliquer les outils qui sont à disposition de vos apprenants. Là, vous leur expliquez, voilà, vous avez vos états. Si à un moment vous devez vous absenter, vous l'indiquez, parce que parfois les caméras ne sont pas toujours actives, on aimerait bien, mais c'est pas toujours possible. Si vous êtes d'accord avec moi, plutôt que tout le monde activer son micro, si on est nombreux dans la salle, un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas. Visuellement, on le voit très facilement dans la liste des participants et ça permet de créer de l'interactivité. Qu'est-ce que vous en pensez? Que les apprenants jouent avec ces émotions. On parle beaucoup des outils pédagogiques qui sont très importants, comme je vous disais, sondage, questionnaire, tableau blanc, annotation, ressources, scénarisation pédagogique. Mais la formation passe aussi par cette pédagogie active et ces petites choses qui peuvent paraître gadgets, mais qui sont très importantes. Le chat, les états, visualiser la liste des participants, vous en tant que formateur, pour vous, ça vous permet de gagner énormément de temps et l'apprenant, il vit un meilleur moment. Et on a certains de nos formateurs qui vont utiliser ces états comme un peu un icebreaker, soit le matin ou après le déjeuner, pour avoir un peu l'état d'esprit des apprenants et pourquoi pas réadapter le discours ou les exercices qui vont être proposés à la suite. Aussi, donc faire appel à une pédagogie active et une pédagogie par projet, c'est aussi donner de l'autonomie à nos apprenants, les responsabiliser, parce qu'on va vraiment les mettre en situation professionnelle, comme ils peuvent le vivre sur leur terrain professionnel, car ils sont en alternance, ils sont en apprentissage, et donc on va essayer de leur donner de l'autonomie en utilisant la fonctionnalité des ateliers dans l'outil, et recréer en fait des environnements, comme par exemple des salles de réunion où les apprenants pourront se retrouver en équipe pour travailler sur leur projet, où on va créer aussi une salle dédiée pour l'intervenant, où au final l'intervenant va rester dans cette salle et les apprenants vont venir dans cet atelier le solliciter si ils ont des questions, des problématiques, etc. Et même créer aussi une salle de pause qui est vraiment dédiée uniquement aux apprenants, où ils peuvent se retrouver sur les temps de pause, pendant le déjeuner et échanger entre eux et même aussi se poser des questions et travailler ensemble sur l'exercice qui est donné tout au long de la journée. C'est super intéressant parce que parfois on peut bien évidemment bloquer et dire tel participant, vous restez dans tel groupe et vous faites cet exercice. Ou alors, autre alternative qu'on utilise moins mais qui me paraît très intéressante et que le groupe Promotrans fait toujours, c'est de laisser la possibilité aux participants de se déplacer. Comme si on était en physique, en fait, on recrée leur cadre professionnel, ce qu'ils ont l'habitude de vivre au quotidien en présentiel, en classe virtuelle. Et les participants, tout comme quand ils sont assis à leur bureau, ils vont poser une question à leur manager, ils vont se lever, ils vont aller dans le bureau. Ben là, ils vont changer de salle et toujours pareil. Le but, c'est qu'ils soient actifs de la formation et qu'ils ne soient pas passifs à attendre que l'atelier se termine ou que le formateur arrête de parler.
Et ça les responsabilise aussi dans le sens où le formateur va donner une heure, par exemple, rendez-vous en salle principale à 15 heures. S'ils viennent pas à 15 heures, eh bien, tant pis pour eux, ils n'auront pas le début, en tout cas, du retour du formateur. Donc, c'est aussi leur donner des responsabilités tout au long de cette journée de formation. Et d'ailleurs, petit aparté, bien évidemment, une fois que les ateliers sont lancés, les sous-groupes, les participants deviennent maîtres animateurs de leur groupe. Ils vont pouvoir brainstormer, ils vont pouvoir partager leur écran, ils vont pouvoir prendre la main, ils vont pouvoir créer, répondre à des sondages, ils vont pouvoir créer des tableaux blancs, annoter vos documents formatifs, ils vont même pouvoir importer leurs propres documents pour vraiment travailler ensemble. Et toutes ces ressources seront après présentables en salle principale. Si vous souhaitez, justement, si vous voyez qu'un groupe a fait un travail remarquable, n'hésitez surtout pas justement à le partager à toute l'équipe, si des personnes n'ont pas navigué d'un atelier à un autre. Au final, avec ce constat et ces différents points que nous venons d'étayer, ça nous a permis, au bout de 3 ans, de vraiment analyser le parcours de nos apprenants quand ils sont à distance et de comprendre, au final, leurs attentes et les codes de formation de ces nouveaux apprenants qu'on appelle Génération Z, les apprenants après Covid, qui sont, au final, devenus consommateurs de la formation. Et donc, on doit encore plus les engager et capter leur adhésion sur un temps à distance. Ça nous a permis de recréer au final, un environnement familier pour nos apprenants, mais aussi nos formateurs. On constatait que, auparavant, nos apprenants, quand ils étaient en formation à distance et plus particulièrement asynchrone sur une classe virtuelle, ils étaient connectés et ils utilisaient un autre outil de visio à côté pour échanger ensemble. Et au final, l'intervenant perdait le lien avec les apprenants et ils étaient juste connectés sur l'outil de visio pour faire acte de présence et ils utilisaient autres outils canaux de communication pour travailler. Aujourd'hui, on constate qu'au final, nos apprenants restent sur la classe virtuelle, ils restent vraiment dans leur environnement avec l'intervenant et ils ne manipulent plus autant d'outils qu'auparavant. Donc c'est pour ça que on préfère avoir un environnement qui est simple, intuitif et surtout familier, qui va reprendre au final les mêmes codes que sur d'autres plateformes qu'on peut même utiliser dans notre vie personnelle. Exactement. Ce qui nous amène sur un deuxième constat et potentiellement une ouverture, ce qu'on appelle du formateur animateur au formateur streamer. On pourrait en fait faire la comparaison avec les plateformes de streaming. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez qu'est-ce qu'est le streaming. Beaucoup de personnes aujourd'hui animent des lives, on voit des hommes politiques, des personnalités du média, etc., qui vont faire des streamings et donc ils vont devoir capter leur audience et éviter un grand nombre de déconnexions tout au long de leur live. Ici, c'est à peu près pareil. Au final, on se pose la question, est-ce que la posture du formateur ne change pas ? Bien sûr, il garde en tête sa scénarisation pédagogique et ses objectifs pédagogiques de la session, mais il doit aussi réinventer ses stratégies pour pouvoir, au final, garder ses apprenants qui n'ont plus les mêmes attentes qu'auparavant et qui n'ont pas les mêmes attentes non plus qu'en présentiel. Je vais conclure par rapport à ce que vient de dire Richard. Ça peut paraître évident pour certains, mais j'aime bien le rappeler. Je pense que être formateur en classe virtuelle, c'est vraiment un tout autre métier qu'être simple formateur. Enfin, simple, non, pas du tout. C'est très compliqué d'être formateur, même en présentiel. Mais vraiment, on est sur quelque chose de nouveau, un nouveau métier. Et il y a des codes à apprendre, à découvrir, autant côté apprenant que côté formateur. Merci. Merci. On est dans les temps. Vous êtes parfaitement dans les temps. Il nous reste 3 minutes. Oui, il reste quelques minutes pour les questions. Moi, je me demandais justement, pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, comme ça leur laisse une minute, est-ce que vous avez utilisé les mêmes formateurs un peu avant et après, puisqu'on fait avant Covid, après Covid? Est-ce qu'ils ont réussi eux aussi à transformer la façon dont ils allaient véhiculer un peu leur énergie, leur message, etc. Ouais, c'est les exactement les mêmes formateurs pour le coup. C'est le même panel parce que pour tirer une expérience, on avait besoin de garder ces mêmes formateurs et de voir l'avant-après, comme vous dites, et aussi surtout
on s'est rendu compte qu'il y avait certains formateurs qui étaient vraiment réticents vis-à-vis du digital et de la formation à distance, et qu'aujourd'hui préfèrent réaliser des classes virtuelles plutôt que de venir en présentiel. Donc on a vu quand même une certaine évolution de par l'utilisation de l'outil Classilio et d'autres outils bien sûr, mais il y a un certain changement de mentalité en tout cas de nos formateurs. Excellent. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait d'autres questions peut-être ? Madame, je passe. Merci, bonjour. Moi, c'est une question plutôt de l'ordre technique sur ce que permet de faire Classilio. Est-ce qu'il permet, une fois avec l'utilisation des quiz notés, à la suite de générer un certificat de réalisation, un certificat de compétence Excellente question. Alors vous, en tant que formateur, vous pouvez récupérer toutes les données. On n'a pas encore cette possibilité dans l'outil de classe virtuelle. Par contre, justement, on a développé notre LMS. Donc maintenant, on a 2 produits. On a à la fois la classe virtuelle et le LMS. Je dis 2 produits, mais c'est le même produit que l'on peut... c'est la même plateforme, la même plateforme sur laquelle on peut créer des questionnaires, utiliser les questionnaires, que ce soit en live ou en asynchrone, qui délivreront effectivement des attestations. Mais bonne remarque, j'en parlerai aux devs. Pourquoi pas faire en sorte que ces attestations qui existent déjà sur la plateforme puissent s'envoyer directement en classe virtuelle. Merci pour la réponse. J'en ai juste une autre question juste avant. Oui, bonjour. Ma question concerne plutôt le groupe Promotrans. Vous êtes un groupe de transport. Et donc, sur quel type de formation vous avez pu mettre en place ces classes virtuelles ? Ouais, en effet, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Donc, ce type de classe virtuelle a été mis en place vraiment sur nos formations initiales, donc sur toute la partie enseignement supérieur. Ce retour d'expérience, il est vraiment tiré de nos apprenants qui sont inscrits en Bac+5 sur notre titre manager des opérations logistiques internationales. Donc, des formations longues et plutôt un public relativement jeune. Voilà. Sur d'autres formations, on va être plutôt sur des sessions très courtes de type webinaire. Voilà, donc c'est encore un autre retour d'expérience pour le coup. Combien de personnes à peu près ? Sur Classilio, on est aux alentours de 300 apprenants toutes les semaines au final qui sont connectés. Ok. Ça répond à la question. Excellent. Une dernière question on peut prendre, s'il vous plaît. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir donc les formateurs qui ont dû faire cette transition du présentiel vers le distanciel. Est-ce que c'est eux qui ont repensé comment ils allaient animer la formation, ou est-ce que vous avez avant pensé chaque parcours et imposé un certain canevas ? En effet, il y a quand même une généralisation pédagogique pour chaque formation et chaque module au final, avec des préconisations plutôt d'utilisation de certains outils ou de certaines activités. Après, le formateur, il a son libre arbitre aussi. Mais en effet, dans toute cette progression pédagogique, on va conseiller par exemple d'utiliser la fonctionnalité de questionnaire à tel moment, juste après par exemple un apport théorique. Après, il reste libre, le formateur. On n'est pas dans cette optique de contraindre, parce que justement, si on contraint et qu'on force à l'utilisation, on risque de perdre et donc de désengager nos formateurs. Le sujet, c'était l'adhésion vraiment de nos formateurs et de nos apprenants sur un outil de classe virtuelle. Donc, on préconise. Après, ils utilisent ou ils n'utilisent pas. Et je pense que c'est important que l'organisme de formation encourage et forme ses formateurs à se digitaliser, quitte à leur fournir telle quelle la scénarisation, mais effectivement, ça fonctionne pas toujours. Mais je pense que le plus important, c'est d'accompagner les formateurs. Si votre formateur, il se dit « Ok, mon présentiel, il dure 1 heure, je le subdivise en 15 petits blocs ou en petits blocs de 15-10 minutes », ce petit bloc de 10 minutes, ce sera une présentation orale. Ce petit bloc de 10 minutes, ce sera un tableau blanc. Ce petit bloc de 10 minutes, ce sera un brainstorming en sous-groupe. L'idée, c'est de l'accompagner. Si lui, il le fait tout seul, génial. Sinon, on le forme. Et bon, pour le coup, chez Promotrans, en interne, ils ont les ressources pour accompagner leurs formateurs. Chez Classilio également, on peut accompagner l'équipe pédagogique dans cette logique de digitalisation. Merci beaucoup. Alors,
Vous avez de la chance parce qu'il n'y a pas de session juste après, ça reprend à 16h30. J'ai une dernière question, on va prendre la dernière question et après on clôt pour que tout le monde puisse prendre son petit break. Bonjour, je reviens avec le titre du premier slide. C'était comment adhérer, comment faire adhérer les formateurs et les apprenants. C'est quoi la recette, en gros? Parce que vous nous avez décliné 4 items tout à l'heure, mais tout compte fait, si en un mot, c'est quoi la recette? En plus d'un mot, quand même. Ouais. Il n'y a pas une recette miracle. Je pense qu'il y a plusieurs recettes au final. Pour nous, comment susciter l'adhésion de nos formateurs? Déjà, dans un premier temps, ça passait par leur faciliter le temps de travail, que ce soit la préparation ou post-formation aussi, les corrections, etc. C'était vraiment leur fournir l'outil nécessaire pour optimiser leur temps et qu'ils soient plus efficaces. Et surtout, en effet, proposer cet environnement unique, c'est éviter qu'ils se perdent et qu'ils soient frustrés à la fin de la journée parce qu'ils ont oublié de traiter tel sujet ou un autre sujet, parce qu'ils ont perdu du temps à chercher quelque chose pour partager aux apprenants. C'est vrai que parfois, je me permets, on se concentre sur l'apprenant, on se dit comment on va faire pour qu'il soit intéressé, qu'il reste concentré. Parfois, en tout cas en amont, il faut aussi beaucoup, et je pense même plus, se concentrer sur le formateur pour que lui, il soit à l'aise. Lui, il adore son outil, ses outils, et qu'il les prenne en main. Et si lui, il anime de manière... qu'il apprécie son animation, les apprenants vont forcément apprécier également. Et je pense qu'on a tous notre recette. Ce que je peux conseiller en tout cas, c'est dans votre organisation, peut-être dessiner les parcours utilisateurs, le parcours du formateur et le parcours de l'apprenant tout au long d'une journée ou d'une heure de classe virtuelle, et de cibler tous les points de frustration que peuvent rencontrer les apprenants et les formateurs pour essayer de trouver des actions, j'allais dire des actions correctives, c'est pas vraiment des actions correctives, mais d'essayer de pallier ces points de frustration et essayer de rendre fluide et confortable cette expérience de classe virtuelle. N'hésitez pas à la fin de chaque classe virtuelle à lancer un sondage ou un questionnaire pour avoir un retour d'expérience. On l'oublie parfois, mais demandez... prévoir 5 minutes pour demander à vos apprenants ce qu'ils en ont pensé, quitte à faire des sondages anonymes pour qu'ils vraiment ils se sentent en confiance et qu'ils puissent noter tous les retours d'expérience. Et c'est un travail supplémentaire a posteriori, mais je pense que le formateur, lui, il va apprendre, il va se dire « Ok, ben là, c'est vrai que j'ai 2 retours, ils n'ont pas trop aimé cette partie. Comment je l'améliore? Qu'est-ce que je peux faire pour ?» Et après, côté apprenant, comme on l'a dit, engager, responsabiliser, leur donner de l'autonomie, pas les infantiliser, que ce soit les jeunes ou les adultes. Souvent en formation, on peut avoir tendance à fixer trop de règles. Et là, l'idée, c'est vraiment, dans le cas de Promotrans, de laisser le plus de liberté possible. On a juste après... Et vous me donnez une belle transition, monsieur, pour conclure. Il y a 3 sessions ensuite qui vont revenir sur spécifiquement les méthodologies d'engagement. Donc, je vous invite tous à revenir à 16h30. Et voilà, je remercie vraiment, et on peut tous les remercier, s'il vous plaît, Richard et Enya. Merci beaucoup. Merci à tous. Une super Merci session. à vous. Merci. N'hésitez surtout pas, si vous voulez parler de vos projets, de vos défis, on est sur le stand U50. Ou revenez aux prochaines conférences, ou alors vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous tranquillement. En scannant le QR code, on pourra rentrer en contact par la suite si vous voulez parler de vos défis, que ce soit avec moi ou avec Richard. Pourquoi pas? N'hésitez pas. Bon salon, bonne fin de journée.